Personne n'oubliera cette année 2020. Lorsque l'épidémie est arrivée, la pandémie a démarré, nous étions un peu tous comme la poule devant son couteau. Mon premier sentiment, c'est de me dire de toute façon ça va durer 15 jours. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Et cela requiert notre mobilisation générale. Est-ce qu'on était en guerre? Non. Je crois que ce mot-là ne convient pas du tout à la situation. La guerre contre un virus avec lequel on ne peut pas négocier. Depuis le début de la crise sanitaire, ils sont en première ligne, à pied d'œuvre pour faire appliquer les nouvelles règles d'une époque incertaine. Les maires de France. On voyait bien monter le nombre de cas. La peur était là. Nous étions face à la crise la plus violente que notre génération ait connue. Donc on a été confronté à des situations humainement très très dures. Une vingtaine de décès dans la première vague de l'épidémie chez nos agents, ville de Paris. Pris de court par une pandémie sans précédent, l'État navigue à vue, expérimente, corrige, entraînant avec lui ses élus de terrain. À certains moments, comme vous, j'ai appris à la radio, à la télé, ce qui allait se passer les jours d'après. Nous avons probablement eu des doctrines trop changeantes, trop fluctuantes. Il y a eu un moment où il fallait un GPS pour savoir dans quelle rue il fallait porter un masque, puis après il fallait le porter partout. Enfin, ce genre d'incertitude. Alors, à l'échelon local, on active ses ressources. On redécouvre le système D, on coordonne les réseaux de solidarité, on prépare la résilience. On perçoit très vite ce que va être une forme de rôle intermédiaire entre une décision et puis le fait qu'il faut que ça se mette en place très concrètement sur un territoire. Un an après le début de la crise sanitaire, nous avons suivi 7 maires dans leur combat contre la Covid-19. De la capitale parisienne à la ville industrielle de Rouen, en passant par Nancy, deuxième cité étudiante du pays, ou encore Lyon, nouvellement écologique. Après une année 2020 difficile, les maires de ces villes font désormais face à une campagne de vaccination poussive et aux dégâts sociaux et économiques de plusieurs mois de restrictions. J'ai juste regardé le message de Marie. Régis, tu peux avoir un café, t'en veux? Non. Un seul café. Non, je t'ai pas demandé, mais toi t'as dû en boire 5 depuis ce matin. Comment tu fais? Voilà. Ce matin à Lyon, l'ambiance semble décontractée. Et pourtant, comme chaque jeudi, c'est l'heure de la cellule de crise. Depuis 1 an, c'est un rendez-vous incontournable pour Grégory Doucet. Autour de la table, ses adjoints à la santé lui font un état des lieux de la pandémie. En novembre dernier, la deuxième vague de l'épidémie fut dévastatrice pour sa ville. Alors, chaque rapport est source d'angoisse. Même pour le maire de Lyon, qui au cours de sa carrière dans l'humanitaire, a géré des crises épidémiques comme Ebola en Afrique de l'Ouest. 8000 personnes vaccinées à Gerland au 2 février, 200 vaccinations par jour. En ce début de campagne de vaccination, une inquiétude que partagent tous les maires de France. Où sont les vaccins? Parce qu'on passerait de 500 vaccinations à plus de 1000 par jour. Donc il y a une logistique en interne pour revoir le circuit et aussi d'accès avec le parking à proximité pour les personnes âgées. Quelle information on a aujourd'hui sur les livraisons? Très peu. Mais parce que le directeur le directeur de l'ARS me disait que lui en avait très peu il y a une semaine et qu'il en aurait justement d'ici une semaine sur de la visibilité donnée à plus long terme. Guillaume Duchapeau, qui était là la semaine dernière et que j'ai interrogé il y a 2 jours, m'a dit non, on n'a pas d'informations nouvelles à ce jour. On est en capacité d'augmenter à partir du 15 février, mais ils ont très peu d'informations sur l'approvisionnement. D'accord. Céline, juste une question. Est-ce que alors que le R est toujours élevé, le fait que le taux de positivité baisse, est-ce que ça pourrait être lié à un plus grand nombre de tests effectués sur la ville, la région? C'est une très bonne question. Comme souvent depuis le début de cette crise, l'élu local se heurte à une pénurie d'informations. Mais il faut rester dans l'action. Alors, pour compenser la lenteur d'une situation sur laquelle il n'a pas la main, Grégory Doucet met l'accent sur le dépistage.
quelques jours en conseil municipal, certains élus d'opposition nous interpellaient sur notre politique de dépistage, en disant qu'est-ce que la ville fait, ou pourquoi la ville n'a pas participé à la grande campagne menée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, patati. Je leur ai répondu, mais la ville, elle fait du dépistage depuis le mois de septembre. On n'a pas attendu qu'un autre acteur se mette à se bouger pour faire du dépistage. Même la maire du 9e arrondissement de Lyon est présente pour montrer l'exemple. Vraiment aujourd'hui, la vaccination, nous prenons un peu de retard que de casser les chaînes de contamination et de montrer que à côté de chez nous, on peut le faire très rapidement, très facilement. Ce centre de dépistage éphémère a été installé dans le quartier de la Duchère à Lyon. L'objectif est d'aller vers les publics les plus isolés de ce quartier prioritaire, mal desservi par les laboratoires. En venant ici, chacun a la possibilité aussi de poser des questions, de rencontrer des professionnels, bien sûr de se faire tester, c'est la priorité. Je ne vous ai pas demandé de vous présenter. Marie Zarto, je suis coordinatrice santé à la ville de Lyon. Eh bien, enchantée Marie. Voilà, donc du coup, nous, on a mis en place plusieurs dispositifs. Oui. Voilà, d'écoute. Donc du coup, on propose, on adapte un peu en fonction. Et qu'est-ce qui vous manque, la Maryse, là, de ce matin? On a des questions de santé mentale, de gens qui, ça commence à monter, ça commence à être pesant, de faire dans les quartiers prioritaires. Ça serait intéressant justement de tirer un bilan après les 2 opérations, les 2 fois 2 jours, justement de la présence de ces points info santé pour voir si il ne faut pas identifier d'autres opportunités, d'autres lieux pour pouvoir les répliquer, quoi. En tant que journaliste, vous faites aussi de la diffusion d'informations sanitaires. Beaucoup de gens sont informés, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre de publics, de personnes qui, malgré tout, passent à côté des canaux d'information. Démontrer l'importance de la poursuite du dépistage. Certes, la campagne de vaccination a débuté. Donc, je pense qu'il n'a échappé à personne maintenant qu'elle se fait à un rythme, on va dire... moins rapide qu'escompté. Voilà, exactement. À Rouen, le maire est prêt à mobiliser son plus grand stade. Mais le problème est ailleurs. Je ne sais pas si Philippe est là. Je voulais faire peut-être un petit point quand même sur la partie vaccin et centre de vaccination intercommunal, etc. Philippe, tu peux me briefer? Donc il y a une visite qui a été faite du Kind Arena hier, qui a conclu que le site convenait aux attentes du CHU et de l'ARS, c'est-à-dire avoir un lieu qui permette à terme, on ne sait pas quand exactement avec précision, mais de vacciner 1000 personnes par jour ou plus. Pour quelle date? Avril, hein, c'est ça? C'est pour avril, ouais. Fin mars, début avril. Donc la date n'est pas connue encore avec certitude. Ce dont le CHU voulait être sûr, c'est qu'on soit capable de réagir très rapidement. Dans une quinzaine de jours. Rouen, la mobilisation bénévole, elle a plutôt marché, Sylvain? Oui, s'il y avait assez de vaccins, aujourd'hui, le centre tel qu'il est organisé pourrait faire 500 vaccinations par jour. Mais honnêtement, s'il avait les doses. Honnêtement, le Kind Arena est quand même nettement plus facile d'accès que la Lotoile. Enfin, il va y avoir plus de vaccins, globalement, qui devraient arriver. On devrait donc pouvoir augmenter la capacité à vacciner par jour. Et on va aussi étendre les plages de personnes éligibles à la vaccination, enfin l'État. Donc tout ça milite quand même pour un gros centre. Enfin bref, ce qu'on dit depuis le début, écoute, c'est mieux vaut tard que jamais. En effet, en décembre dernier, si la campagne de vaccination est annoncée en grande pompe, l'État semble privilégier la vaccination de proximité. J'ai déjà demandé aux élus d'identifier des structures dans lesquelles nous pourrions travailler avec eux pour y rassembler des médecins, des infirmières. Je ne suis pas du tout certain que ça doit prendre, c'est mon opinion, la forme de grands stades dans lesquels viendraient faire la queue des milliers de personnes en plein hiver. Une crainte vite démentie dans la réalité. Le Palais des Sports de Gerland à Lyon est l'un des premiers stades à ouvrir ses portes pour la vaccination. Un espace colossal, organisé, et néanmoins désespérément inexploité. Ici, entre février et mars 2021, on vaccine moins de 300 personnes par jour. Faute de doses suffisantes. La France a désigné très très tard le responsable de la vaccination et ensuite a désigné un responsable, en l'occurrence une responsable logistique, 15 jours ou 3 semaines après
le lancement officiel de la campagne de vaccination. Morissette avait déjà été vacciné depuis un certain temps. La réponse qui a été faite aux maires qui avaient été proactifs et anticipé la nécessité de faire des centres de vaccination, des vaccinodromes, vous la connaissez, c'est-à-dire que ça a été négative. Je dois avouer qu'on ne comprenait pas bien cette position, puisqu'on savait pertinemment qu'il fallait aller vite. À force d'être précautionneux, on oublie d'être efficace. Après 3 mois de flottement, le maire de Cannes a décidé de passer à la vitesse supérieure, quitte à engager un véritable bras de fer avec l'État. Le 25 mars dernier, défiant le calendrier du gouvernement, David Lisnard annonce dans sa ville l'ouverture à la vaccination aux plus de 50 ans. Oui, merci. On a regardé depuis qu'on a lancé l'ouverture élargie aux 50 ans et plus, nous avons rentré 5000 nouveaux rendez-vous depuis le 24 mars, répartis à peu près entre 2500 sur la tranche d'âge 65-74 et 2500 sur la tranche d'âge 50-64. Donc on voit bien qu'il y en a qui ne s'étaient pas encore inscrits dans la tranche d'âge. Voilà, et qui qu'il y a du bouche à oreille aussi qui se fait. Qui se fait, puis les gens voient que ça se passe très bien, donc du coup, ils s'inscrivent alors qu'ils n'avaient pas nécessairement envie de le faire au départ. Super. Il serait quand même incongru de ralentir les établissements qui vaccinent vite pour favoriser ceux qui vaccinent moins vite. Ce serait une forme d'égalitarisme ou de nivellement par le bas qui serait absolument incongru. Donc il faut sortir de cette philosophie. On respecte les doses qui nous sont attribuées, on ne comprend pas des doses à d'autres. Et comme on optimise encore bien, on a aussi ouvert la vaccination aux enseignants, sans critères d'âge ou de comorbidité, et aux forces de l'ordre. On a fait ce qu'on devait faire, on a continué. J'ai expliqué très clairement aux représentants de l'État, qu'ils soient préfets ou ARS, comment on pratiquait. Et aujourd'hui, il n'y a pas de polémique pour nous, quoi. Les équipes on a anticipé, on a commencé à vacciner avant, et ensuite, dès le départ, il n'y a pas eu une dose de perdu. Comme on avait créé cette cellule de suivi de Covid privé-public depuis février 2020, on a travaillé tout de suite avec la CPAM, on a réuni des professionnels, et on a envoyé un plan de vaccination par écrit, après l'avoir fait par oral, le 4 décembre, j'avais écrit au préfet et à l'ARS. Donc il y avait les praticiens, le parcours, l'expérience et les compétences. C'est ce qui a permis de gagner du temps et d'avoir de l'avance. Un pragmatisme et une force logistique qui ont permis aux maires d'être opérationnels, et ce, dès le début de la crise. Quand j'ai vu la progression de la mortalité dans un certain nombre d'EHPAD, très vite, je me suis dit qu'une des façons de contenir cela, c'était à la fois de tester les personnels, et y compris les non symptomatiques, alors que la doctrine de l'État était qu'on ne testait les gens que s'ils étaient symptomatiques. Je me suis heurtée à un mur quand même de bureaucratie, et à un moment donné, j'ai dit stop, ça suffit, je le fais quand même. Et puis finalement, ça a servi, puisque faire quand même ces tests-là, ça a permis de généraliser cette pratique-là. Et mon rôle n'est pas de respecter une doctrine si elle ne protège pas. Donc c'est à ça que servent les territoires. Nous saisir des enjeux, bâtir des solutions locales adaptées avec les outils qui sont les nôtres. Il a fallu prendre ces responsabilités-là qui, en fait, ne relèvent pas des maires, mais on l'a fait. On a géré, par exemple, des questions relatives aux masques, puisque face à l'impréparation du pays, il a fallu qu'on se retrousse tous les manches. On a innové, on a créé des ateliers de confection de masques dans toutes nos mairies, dans beaucoup de lieux. On s'est mis à travailler sur des formes qui étaient totalement inhabituelles, beaucoup plus agiles. Et pour cause, la résilience locale a montré toute sa plus-value ces derniers mois. Cet après-midi, le maire de Nancy rend visite à Dao Davy dans son nouvel atelier textile. Il y a 1 an, la crise sanitaire les avait réunis pour une aventure mouvementée. En avril 2020, lorsque la France entière recherche des masques, Mathieu Klein le sollicite en urgence. Bouleversant ses chaînes de production, il lui confie la mission de fabriquer des masques pour l'intégralité de la population de Meurthe-et-Moselle, en 2 mois. J'avais un peu les yeux ronds et je me suis dit comment tout ça, ça va être possible. Et là, c'est à ce moment-là que donc, Sébastien m'a dit tout simplement, écoute, dis-nous ce dont tu as besoin, et puis on se met à ton service, et puis on y va.
On a développé 8 lignes en fait, en l'espace de 2 semaines à peine. On a commencé exactement à fabriquer des masques, je me rappellerai toujours, le 2 mai à 6 h du matin. Et ça s'est terminé le 11 juillet. Et en finalité, on a fabriqué 850 000 masques, avec un pic de production à 19 000 pièces sur 24 heures, avec 5 équipes qui tournaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les débuts ont été forcément très difficiles, beaucoup de pression, parce qu'il y a une grosse attente de tous les maires du département. Ils avaient envie que leurs administrés puissent avoir ces masques-là à la sortie du premier confinement. Très vite se pose la question du personnel. Pour relever le défi, on embauche 75 employés en insertion professionnelle. C'est relativement bien passé, même avec un public en insertion, parfois des personnes qui me disaient « j'ai pas travaillé pendant 10 ans ». Et voilà, faire un bout de chemin avec eux. On en a d'ailleurs des personnes qui étaient dans ces masques, on les a gardées ici. Et d'ailleurs, on va continuer à en embaucher. Et c'est vrai que ça a été une aventure humaine incroyable. Loin des idées reçues sur l'inertie du service public, cette collaboration a prouvé la réactivité des municipalités en temps de crise. On est revenu à un système plus normal, avec des banques, des financements, etc. Ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. Là où, à l'époque où je passais un coup de fil et en 48 heures, c'était réglé. Là, aujourd'hui, ça prend 1 semaine, 10 jours. Et c'est ça. Et surtout, en fait, ça démontre bien que lorsque on demande à l'administration de travailler, entre guillemets, avec du privé, il y a toute une agilité qui s'opère quand toutes les parties veulent travailler ensemble. Et c'est vrai que là, moi, le maître mot, je pense, de cet effort combiné, c'est vraiment l'agilité qu'on va retrouver au sein des... Et c'est une agilité qui est possible et orchestrée, et pour nous, en tout cas, d'une bonne manière. C'est le système D. C'est le système D, on fait avec les moyens du bord. Les solutions existent parce que c'est vrai que cette agilité, cette réactivité, cette connaissance du terrain, cette proximité, elle est là. Donc il faut s'en servir pour faire avancer les solutions. 1 an après, l'épidémie progresse toujours, forçant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. La situation sanitaire de notre pays s'est dégradée au cours des derniers jours. C'est pourquoi notre choix de ne pas confiner a une contrepartie. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus et d'envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. À Nancy, les chiffres ne sont pas bons et la ville se retrouve en vigilance surveillée. Au lendemain des annonces, comme demandé, le maire est en réunion avec le préfet. J'en viens maintenant aux annonces du Premier ministre, formulées hier soir à 18 h. Ces annonces placent 20 départements en situation de surveillance renforcée, qui est le cas de la Meurthe-et-Moselle, avec, comme vous l'avez vu, de fortes disparités entre le sud et le nord. Merci Monsieur le Préfet, bonjour à toutes et à tous. Dès lors que le gouvernement décide de qualifier 20 départements français de surveillance renforcée, cela doit nécessairement conduire à la mise à disposition de moyens nouveaux. Il n'est pas possible de continuer avec des moyens équivalents ou similaires à ceux de territoires qui sont moins concernés. Je vous donne un seul chiffre qui est assez éclairant. Les verbalisations pour non-respect du couvre-feu avant les beaux jours étaient de 25%. Elle est aujourd'hui de 70% depuis le retour des premières températures plus clémentes. Donc, nous aurons besoin de moyens supplémentaires pour veiller à ce que, dans l'espace public notamment, je le dis, nous avions demandé, nous, fin juillet, le retour du port du masque obligatoire dans le centre-ville. Donc, l'habitude du port du masque est aujourd'hui quand même relativement respectée. Mais par contre, sur le respect du couvre-feu, les choses vont aller en se complexifiant dans les jours et les semaines qui viennent. Tester, alerter, protéger. Les mesures renforcées coûtent de l'argent. Et depuis 1 an, les finances des municipalités sont mises à rude épreuve. Le quoi qu'il en coûte n'est pas autorisé aux collectivités locales. Je rappelle que les collectivités territoriales, mairies ou autres, ont l'obligation de voter un budget sans déficit. Contrairement à l'État qui a dû jamais voter un budget, quels que soient les gouvernements, sans déficit depuis 30 ans, 40 ans. Et nous, on en a l'obligation. Ce n'est même pas une question de débat politique, c'est une obligation légale. C'est vrai que l'année 2020
a été très particulière pour nos finances locales. L'année 2021 s'annonce aussi extrêmement compliquée. Quand vous vous retrouvez avec tous les restaurants, avec tout le secteur de l'hôtellerie, tout le secteur du tourisme qui est en panne sèche, plus également la culture, l'événementiel dans une ville comme Paris, ça fait beaucoup de recettes en moins pour la ville. Pour une ville comme la nôtre, c'est pour l'année 2020 800 millions d'euros entre les dépenses et les non-recettes. Nos personnels continuent à travailler parce que nous n'avons pas bénéficié des dispositifs de chômage partiel. Nous n'avons pas été spécialement accompagnés par l'État sur cet aspect-là. Les centres de vaccination, aujourd'hui, ils fonctionnent très concrètement avec des moyens municipaux, que ce soit en personnel, en logistique, et ça représente des coûts importants. Confinement, déconfinement, couvre-feu. Alors même que les recettes s'effondrent, chaque mesure de protection sanitaire induit une logistique lourde. Avec l'arrivée des beaux jours, les faire appliquer dans une grande ville relève du défi. À Rennes, ce matin, on tente d'abord de comprendre la règle. Et ça donne parfois lieu à des situations cocasses. Au cœur du débat, comment faire pour éviter les regroupements au marché des lices. Et ce n'est pas gagné. Et les lices, Cyril, du coup ? Alors les lices, en fait, il semble que donc, les bars au moins deux vendaient des cafés à emporter que les gens consommaient sur place. Sans masque. Sans masque. Et il semble que l'arrêté qu'on ait pris ne permet pas de limiter ça. Donc il faudrait qu'on reprenne un arrêté un peu plus qui permette la verbalisation. Pas la verbalisation, parce mais que, au moins la sensibilisation. Voilà, d'abord que les commerçants qui font de la vente emportée fassent de la vente emportée pour être consommée à l'extérieur du marché. Voilà. Ça veut dire qu'il faut interdire la vente à emporter pour les commerces physiques qui sont dans le périmètre du marché. Pas forcément, mais pour la vente emportée pour consommer ailleurs. C'est un peu subtil comme ça, je trouve. J'aime bien. Pour un lundi. C'est subtil du lundi. Ouais. Je me projette sur la façon dont il faut faire passer le message après. On autoriserait quand même un café qui est dans le périmètre dans la vitrine, non? Non, c'est ça. On continuerait à autoriser la vente. Par contre, on interdirait la consommation sur le périmètre du marché. C'est pas déjà le cas. Ben non, visiblement. Donc il faudrait que l'arrêté soit clair sur le fait que la consommation sur place est interdite. La communication a été vraiment quelque chose de fondamental, notamment dans la réinterprétation des messages nationaux qui pouvaient parfois être un peu confus ou ambigus sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans les parcs et jardins, les marchés, comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'il nous a fallu beaucoup communiquer dans cette période. Madame, Monsieur, ce vendredi 20 mars, nous sommes au 4e jour du confinement décidé par le gouvernement. Il n'y a jamais eu autant de petites vidéos ou capsules de maires s'exprimant directement auprès des habitants du territoire, et surtout jamais autant de vues sur ces petites vidéos qui donnaient quelques informations concrètes. À aujourd'hui, sur le mois d'avril, hein, et en particulier sur les premières semaines d'avril, il est attendu une augmentation d'un facteur environ 2, c'est-à-dire plus 100%, fois 2, quoi, de vaccins. Garder des liens avec chacune et chacun d'entre vous dans le contexte sanitaire que nous connaissons et dont on désespère un peu de savoir quand il se terminera pour qu'on puisse retrouver une vie normale, avec en particulier les réunions de quartier. Garder le lien permet aux maires de détecter en amont les dommages collatéraux de la crise, ceux qu'on ne mesure pas avec des statistiques. Car l'État ne peut pas tout anticiper, les édiles de terrain agissent comme des sentinelles de leur territoire. J'ai pris la décision de faire des permanences sans rendez-vous, ce qui n'existe pas à ma connaissance dans aucune ville de plus de 100 000 habitants. Et vous voyez plein de situations. Mais il y a une situation qui revient, c'est des personnes seules. Mais qu'est-ce que vous faites contre la solitude? On ne va pas faire une loi pour interdire aux gens d'être seuls. Et là-dessus, arrive le Covid et arrive le confinement. Donc effectivement, on s'est dit qu'il fallait qu'on accélère sur ces sujets. Au Centre local d'information et de coordination d'Angers, le CLIC, c'est ce que tentent de faire les employés, main dans la main avec les services de la mairie.
les coordinateurs sont débordés par les sollicitations de personnes isolées. Et ceux qui se manifestent ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai défi, c'est de repérer les autres, ceux qu'on ne voit pas, beaucoup plus nombreux. Il y a une rupture de solitude puisque c'est dans un plan d'aide calibré, financé. La personne a un salaire en contrepartie de sa présence. D'abord, on a commencé par prendre votre fichier, le plan canicule. Et on s'est dit, même s'il ne fait pas chaud, globalement, toutes les personnes dont nous avons connaissance et qui se sont signalées parce qu'elles sont isolées et qu'en cas de canicule, il est souhaitable d'aller les chercher, de façon assez inattendue, ça nous a permis d'avoir finalement une sorte de liste des personnes a priori fragiles ou seules. Et la période n'est pas terminée et on continue et on voit bien qu'il y a encore des choses à faire. Cet élan-là, qui fait quand même partie des choses positives, la question c'est effectivement comment on le prolonge. On s'est toujours dit avec Gérard Martin et d'autres qu'on n'atteignait pas le cœur de cible, c'est-à-dire que les gens véritablement isolés on n'arrive pas à les atteindre. Étaient extrêmement rares à se faire inscrire. Alors, je me rappelle d'une anecdote dans le Courrier de l'Ouest sur l'ouverture du centre de vaccination avec ces deux anciens de 91 et 92 ans qui disaient ne pas être sortis de chez eux depuis le mois de mars l'année dernière. Ah, c'est assez surréaliste. Ça pourrait aussi, l'occasion de la vaccination et du passage au centre de vaccination, être l'occasion de glisser nos coordonnées, parce que là, en fin de compte, les premiers les plus fragiles, ils sont là. Alors, ils ne sont peut-être pas tous là, mais je suis persuadé qu'ils y passent. C'est une très bonne idée. C'est vraiment une très bonne idée, Richard. Il faut qu'on regarde comment on peut mettre ça en place. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je dois partir, je suis désolée. C'est super, vous allez donner le coup d'envoi. Parce que... Je suis désolée, j'ai une visite à domicile. En plus, c'est pour la bonne cause, donc tout va bien. Et rassurez-vous, je ne sais pas ce que j'ai, mais il est probable que dans quelques minutes, le monsieur qui est à ma gauche m'explique que je suis en retard. Bon courage à vous, Madame Prémondière. Si le plan de lutte contre l'isolement a été créé pour aider les personnes âgées, la crise a vu naître de nouvelles victimes de la solitude. Notre base initiale de 2000, c'était quand même plutôt des personnes âgées. C'est ça, on était plus sur des profils plus de 70-75 ans. Et là, on constate que depuis le mois de janvier, on continue à avoir des demandes d'appels et on est plus sur des profils qui sont de moins en moins âgés et de plus en plus de profils type étudiants ou jeunes professionnels. Citoyen et maire, c'est pas vraiment une double casquette. La double casquette, c'est mère et père. C'est d'avoir des enfants qui ont 21, 19 et 16. Vous êtes en plein milieu de tous les sujets de cette génération qui se retrouvent à un âge où elle devrait pouvoir faire preuve d'insouciance, confrontée à un brouillard sur l'avenir, sur les conditions dans lesquelles les examens vont se passer, sur la possibilité de faire des stages, de s'insérer dans la vie active ou tout simplement de pouvoir passer des moments avec des amis au moment où c'est structurant pour sa personnalité. Et donc, je suis soucieux de l'héritage que nous faisons à cette jeune génération. Je ne prétends pas que ce soit facile de faire autrement. Je dis juste qu'il va falloir qu'on soit hyper attentif à ce que ça donne et aux traces que ça peut laisser. Plus que tout autre, les jeunes de la génération Covid garderont en mémoire cette solitude. Celle qui a remplacé ce qui devait être des années de liesse autour d'une table de restaurant, dans une salle de concert ou au comptoir d'un bar animé. Oui, bien sûr qu'il faut des consultations psy pour les étudiants, bien sûr. Mais laissons-les aller dans les musées. Laissons-les aller au cinéma. La culture, c'est à la fois ce dont on se nourrit, mais c'est aussi ce que l'on partage. Parler ensemble de l'œuvre qu'on a vue au musée, du dernier film qu'on a vu, c'est créer du lien aussi entre nous, confronter nos avis, nos expériences. La culture, c'est ça aussi, c'est cette richesse qui se crée aussi dans l'échange, l'épanouissement, l'émancipation aussi. Finalement, je pense, je vais le dire de manière un peu grossière, mais je pense qu'un bon film ou une bonne exposition peut largement remplacer une séance chez un psy. Ravagés par les dommages collatéraux d'un état d'urgence indéfini, les jeunes générations se heurtent désormais à la violence de la précarité. Une violence qui ne se compte pas encore en chiffres, impalpable, insidieuse mais grandissante. Et une nouvelle charge sur les épaules des municipalités. Il faut aujourd'hui une aide d'urgence dans la crise, parce qu'aujourd'hui les jeunes s'appauvrissent malheureusement
en raison des conséquences de la crise sanitaire. Et face à ça, il n'y a aucune réponse. On nous répond que toute aide financière serait en fait une incitation à l'assistanat. Je ne crois pas que les jeunes aient envie de rentrer dans la vie par de l'assistanat. Ils ont envie de conduire leurs projets. Ils sont très impliqués sur les questions de solidarité, sur les questions de climat. Ils ont plein d'idées. À la tête de la deuxième ville étudiante du pays, le maire de Nancy est aussi un militant depuis ses jeunes années. Depuis toujours, son aventure politique se motive autour des questions sociales. Aujourd'hui, il se rend au Secours populaire. L'UNEF y organise une récolte alimentaire pour les étudiants. La visite du maire est l'occasion pour le syndicat de faire remonter les obstacles qu'ils affrontent. Et vous stockez ça où alors le reste du temps? Ça, c'est le gros problème, parce que notre local, on peut très peu y accéder à cause du Covid. Donc pour y entreposer, c'est vraiment pas possible. Donc on est obligé de se répartir dans les apparts des uns. Ah oui. Et ouais, c'est assez compliqué. Oui, on n'a plus accès à nos lits. C'est peut-être qu'on me voit à nous pour vous aider. Il faudrait peut-être qu'on... J'en parlerai à Charles pour qu'il voit un peu si on peut vous trouver un lieu éventuellement. C'est malheureusement une triste illustration de cette crise de se rendre compte qu'aujourd'hui, pour se nourrir, tout simplement, des étudiants qui ne sont pas forcément des étudiants en situation de pauvreté il y a encore un an, sont aujourd'hui tenus à certains moments de franchir la porte d'une association caritative ou de solliciter de l'aide pour pouvoir acheter des produits d'hygiène de première nécessité ou s'alimenter. Et d'ailleurs, la métropole du Grand Nancy et la ville de Nancy ont renforcé depuis le début de la crise leur soutien opérationnel financier aux associations caritatives, aux associations étudiantes, pour qu'elles puissent accompagner celles et ceux qui constituent aujourd'hui, malheureusement, de nouveaux bénéficiaires pour les distributions alimentaires. Si la fonction de maire impose de trouver des solutions au fur et à mesure que des problèmes se posent, il est des symptômes de la pandémie qui ne trouvent pas de réponse. La Covid-19 entraîne dans son sillage des enjeux qui dépassent largement les conséquences sanitaires. La crise voit s'accumuler les égoïsmes, les colères, les impatiences. Il n'y a pas un moment spécifique, mais c'est un ensemble de moments qui sont des moments de frustration, de tristesse et de colère humaine sur un sujet dont on ne parle peut-être pas suffisamment. Ce que je veux dire, c'est le regain de violence. Pour des raisons qu'on ne peut pas justifier, mais qu'on peut expliquer, qui sont liées au confinement, qui sont liées à des problèmes de précarité, aux conséquences économiques et sociales en fait, de la situation sanitaire. Et que vous n'êtes pas forcément outillé au niveau de la mairie, où ça fait des années qu'on réclame des moyens supplémentaires, notamment en matière de police nationale, et on ne les a toujours pas. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Il n'y a pas d'indicateur de ces agacements, de ces difficultés, de ces tensions, mais elles sont là. Je les vois dans mes permanences sans rendez-vous, je les vois dans les contacts avec les gens, je les vois dans l'agressivité d'une partie des usagers qui vont exiger une réponse de manière beaucoup plus rapide. Et puis je la vois tout simplement dans le niveau de tension qui est aussi créé par cette crise sanitaire, entre des gens qui écrivent pour dire « c'est scandaleux, au nom du sanitaire, on est en train de tuer toute l'économie », et des gens qui m'envoient des photos à 18h15 au pied de leur immeuble en disant « comment se fait-il que le couvre-feu ne soit pas respecté, envoyez la police pour verbaliser ce groupe de jeunes », je suis inquiet du moment où à un moment vous déconfinez et vous mettez tous ces gens-là les uns en face des autres. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Témoins de la gronde bouillonnante qui gagne leurs habitants, les maires redoutent la montée en puissance des tensions. À l'annonce du deuxième confinement, ils sont nombreux à être montés au créneau. La démocratie aussi doit venir des territoires et les choses ne peuvent pas être imposées comme ça administrativement par le gouvernement. Les décisions les plus dures, c'est quand vous devez appliquer des décisions dont vous ne partagez pas la pertinence. Voilà. Quand on vous demande d'aller faire fermer des magasins, alors qu'on pense que ça n'a pas de sens économique et sanitaire, on a du mal à le faire appliquer.
La liste des arrêtés municipaux s'allonge, aussitôt déboutés par les préfets. J'ai pris un arrêté pour que les commerces, notamment de vêtements, chaussures, produits de beauté ou autres, puissent vendre. J'ai eu un retour de la préfecture ce matin qui m'a demandé de retirer l'arrêté. J'ai dit que je ne le retirais pas, donc ils m'ont dit qu'ils allaient faire un recours dans le tribunal administratif. Si certains maires s'opposent frontalement, d'autres essayent d'adapter les textes aux réalités de leur territoire. À Cannes, les commerçants peuvent vendre sur leur pas de porte. C'est ce que j'ai rappelé aussi au préfet, qui a compris. Je lui ai dit, vous n'êtes pas le préfet Amazon. C'est-à-dire que la règle, il suffit de regarder les textes, autorise le click and collect. Comme les commerçants ne pouvaient pas ouvrir leur magasin, n'avaient pas le droit d'accueillir dans leur magasin, ceux qui n'ont pas des réseaux de distribution, qui est la majorité des commerçants de quartier, si je ne les avais pas autorisés à utiliser, en l'occurrence gratuitement, l'espace public devant leur pas de porte, je cautionnais une distorsion de concurrence absolument injuste. Donc je n'ai pas créé un droit, j'ai juste veillé à ce qu'à Cannes, le droit soit appliqué, qu'on soutienne nos commerçants. Le tourisme est le poumon économique de Cannes. Pour sauver le secteur, le maire et ses équipes travaillent déjà à la préparation du monde post-Covid. L'enjeu pour nous, et ça fait 1 an que je plaide cela et qu'on a beaucoup travaillé, c'est de montrer que même en période d'épidémie Covid, on peut tenir des activités touristiques. On peut accueillir du monde de façon extrêmement sécurisée sur le plan sanitaire. C'est ce que l'on fait à Cannes avec cet accompagnement des socioprofessionnels pour les adapter à la nouvelle donne, aux nouveaux marchés, aux nouvelles attentes des consommateurs. Aujourd'hui, il a réuni les acteurs socioprofessionnels du tourisme. Les syndicats hôteliers et restaurateurs, le directeur de l'aéroport de Nice, ainsi que des experts juridiques et financiers. Merci de votre présence et vous êtes déjà nombreux à être connectés pour évoquer la situation touristique et surtout le rebond et la préparation de ce rebond qu'on attend tous impatiemment. Donc l'immédiat, c'est de sauver l'outil de travail et d'aider humainement ceux qui affrontent la crise. Ça, c'est l'immédiat. Ensuite, il y a 2 autres temps. Il y a le temps de la reprise de l'activité en période épidémiologique et de pandémie. Et ensuite, il y a l'après, s'il existe, mais en tout cas, les évolutions structurelles qui ne dépendent pas forcément d'ailleurs de l'épidémie, mais qui ont été accélérées par l'épidémie. Et je vais passer la parole à Nathalie Thomas qui voulait ajouter des précisions, et ensuite à Ali Laouti qui souhaitait aussi au nom des restaurateurs prendre la parole. Maître Thomas, vous avez la parole. La crise est un accélérateur de transformation, c'est-à-dire que l'entreprise telle qu'elle existait avant ne va pas pouvoir repartir sur les mêmes fondements, sur le même modèle économique et sur la même réorganisation. Il faut mettre autour de la table tous les intervenants et il faut faire tout d'abord un audit de la situation. Et la procédure de prévention, c'est une procédure qui va permettre de réaliser un audit global de la situation et de ne pas saupoudrer des aides qui vont être absorbées. Parce qu'on voit déjà aujourd'hui des entreprises qui ont absorbé leur PGE et qui se trouvent à déposer le bilan. Et ça, c'est une situation catastrophique, à la fois pour les créanciers de l'entreprise, pour le chef d'entreprise lui-même, et pour les créanciers, et pour l'État qui demain devra donner sa garantie. Donc on a aujourd'hui des hôteliers qui sont face à des bailleurs qui depuis 1 an refusent toute négociation. Donc, on est dans le monde d'avant, on continue à payer des loyers très très élevés et on utilise les PGE. Il va falloir effectivement gérer le monde d'après. On va devoir commencer à rembourser les prêts, on va devoir continuer à payer des loyers trop élevés avec des chiffres d'affaires qui vont chuter, estimation 2021 60-70%, estimation 2022 entre 40 et 50% par rapport à 2019. Après, j'aborde un autre sujet, monsieur le maire, qui va être un sujet d'actualité, malheureusement pour nous, je pense, à moyen terme ou à court terme, c'est que le schéma économique, comme aussi l'a dit, vous êtes parfaitement conscient, je le sais, le schéma économique de la ville avec le montant des loyers et des charges fixes qu'on a, pour l'instant, en ce qui concerne nos entreprises, n'est plus adapté. Vous verrez que nous avons des plans assez précis où on va travailler à nouveau avec Expedia, avec Louis SNCF, des plans médias pointus et on y mettra les moyens qu'il faut pour faire gagner notre destination Cannes, pour avoir une véritable offensive en termes d'offres de tourisme de loisirs et d'offres de tourisme d'affaires, recréer de la valeur ajoutée et défendre les emplois sur notre territoire. Les édiles locaux ont fait leurs preuves et aujourd'hui, forts de propositions, ils souhaitent être au rendez-vous de la relance.
les maires des grandes villes et les présidents de métropole ne sont aujourd'hui pas suffisamment associés au dialogue et à la construction des plans de relance. Les administrations centralisées n'ont pas ça dans leur ADN. À un moment, il faut savoir travailler avec. Et pour ça, les collectivités locales, et notamment les municipalités, ont besoin d'être davantage responsabilisées, et elles le souhaitent. Enfin, moi, j'aimerais que ça aille plus loin, quoi, pour tout vous dire. J'aimerais que les décisions, elles soient prises sur la base d'avis qui sont donnés avant. Pas une fois que la machine est lancée. La réponse, elle est sans doute plus dans une manière de faire confiance à l'ensemble des acteurs locaux que dans une nouvelle législation en matière de décentralisation. Et on a une occasion, c'est celle de la relance. Décider, par définition, c'est trancher. Un plan de relance, c'est un moment dans lequel vous prenez des décisions et des orientations. On est toujours dans une espèce d'injonction totalement contradictoire. Parce qu'il y a des gens qui disent « il faut qu'on soit associés », mais c'est écrit en tout petit. Si on ne fait pas exactement ce qu'on dit, on considérera qu'on n'a pas été entendu. Être associé, c'est être associé à un processus de réflexion. Moi, je ne prétends pas, quand je prends une décision, que tous ceux que j'associe à ma décision se retrouveront dans la décision. Nous représentons un des leviers majeurs de l'investissement public. Et nous savons qu'au moment de cette crise économique et sociale qui va durer, il faut de véritables leviers pour relancer l'activité, et y compris donc favoriser la création d'emplois. La rénovation des bâtiments, faire que les passoires thermiques ne soient plus des passoires thermiques, tout le secteur du recyclage des déchets et de la réparation ou du réemploi, il y a de quoi faire, hein. Mais pas sans les collectivités, pas sans les maires, pas sans les régions, pas sans les départements. Et quand il s'agit de défendre le cœur stratégique de sa ville, le maire de Rouen tape du poing sur la table. Dans cette ville historiquement industrielle, c'est un compte à rebours qui a commencé. Et sa fin n'augure rien de bon. La Chapelle d'Arblay est la dernière usine de recyclage de papier en France. Elle traite les déchets papier de 26 millions d'habitants. Une entreprise de 230 employés au cœur de l'économie circulaire. Et si rien n'est fait, elle fermera ses portes en juin. Sa vente a été freinée par la situation économique imprévisible. On voit bien qu'il y a des gens qui peuvent avoir des différences politiques sur d'autres sujets, mais qui se rejoignent sur d'abord le constat de l'absurdité dans laquelle nous nous trouvons. L'absurdité absolue. Je rappelle, hein, le 21e siècle ne sera pas, s'il n'est pas écologique. L'économie demain et aujourd'hui doit être d'abord une économie circulaire. Si Chapelle d'Arblay n'est pas au cœur de l'économie circulaire, qui l'est? Si quelqu'un peut me démentir sur ce point-là, je l'invite chez Gilles demain. Bon, c'est fermé. Hein. Non, mais sérieusement, si Chapelle d'Arblay n'est pas au cœur de l'économie circulaire, qui l'est? La puissance publique, elle ne peut pas tout, mais elle peut faire des choses. Du côté des collectivités, nous devons et nous pouvons prendre toute notre part pour faire quoi? Pour faciliter financièrement au plan local cette reprise, y compris d'une façon transitoire, comme ça a été fait dans d'autres sites, et aussi pour dire aux futurs repreneurs industriels, si vous reprenez le site, on vous garantit par exemple un minimum d'approvisionnement en papier. Et c'est intéressant pour les collectivités, ce n'est pas de la philanthropie en réalité. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas une papeterie qui recycle le papier, quand vous triez vos déchets à Paris, à Nantes, au Havre, où vous voulez, ils vont où après? Ben, ils vont en Allemagne, ils vont en Belgique. Si vous croyez que le coût carbone de ce type de recyclage est performant, ben non, pas du tout. Soit ben vous avez trié pour rien parce qu'à la fin, il est brûlé, le papier, ou il est enfoui. C'est ça qu'on veut? Au XXIe siècle, on va brûler du papier? C'est absurde. On a besoin de l'engagement de la puissance publique nationale à ce niveau-là, parce que c'est un enjeu de filière, vous l'avez dit, en amont et en aval, c'est un enjeu de société. Donc, nous sommes prêts, là aussi, à nous engager collectivement pour, eh bien, au moins sur une base minimale, sécuriser une partie des approvisionnements, ce qui contribuera à diminuer le risque et ce qui contribuera à faciliter la soutenabilité, en fait, du projet industriel. Plus de 70 maintenant maires de grandes villes, Paris, Le Havre, Nantes, Rennes,
Saint-Denis, Villeurbanne, et j'en oublie, bien au-delà de ma famille politique. Je dis, il y a Édouard Philippe et Anne Hidalgo, ils ne sont pas toujours ensemble. Eh bien, se rejoignent pour dire qu'il faut absolument sauver cette usine pour des raisons écologiques, clairement, pour des raisons d'économie circulaire, et aussi pour des raisons d'économie publique. Ayons bien en tête qu'on est dans une pandémie qui est l'une des conséquences de nos atteintes répétées et massives à la biodiversité. Et ça, ce n'est pas le maire de Lyon qui vous le dit, hein. C'est le directeur de l'OMS qui l'a dit récemment. Donc, on a besoin d'accélérer la transition écologique, et je dirais même que les prises de conscience induites par la crise sanitaire vont nous permettre d'accélérer. Je vais vous donner juste un chiffre. L'accord de Paris, les engagements de l'Union européenne, les engagements de la France, c'est moins 55% des émissions de gaz à effet de serre, pas dans 100 ans, d'ici 2030. C'est dans 9 ans. 55% en 9 ans, ça veut dire 5-6% par an, à la grosse. Donc il faut porter ce cap. Et puis encore une fois, résister. Résister, parce que tous les jours, il faut résister. Moi, j'ai les services qui me disent « Ouais, bon, ça serait moins cher si on achetait des bus diesel. Hein. » Ben non. C'est maintenant qu'on change. Maintenant, on n'achète plus de bus diesel à Rouen. Non. La crise est l'opportunité de transformer nos systèmes et surtout de réorienter notre économie. Dans les territoires, les maires sont prêts à se saisir de ce défi, peut-être le plus important du XXIe siècle. Moi, je suis pour qu'on investisse dans l'activité économique locale, bien évidemment, que la richesse, elle puisse rester là où elle est produite. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'engraisser des actionnaires qui se trouvent à quelques dizaines de milliers de kilomètres. Pour l'emploi que l'on crée dans un entrepôt Amazon, quand on le laisse installer, c'est 3 ou 4 qui sont perdus en commerce de proximité. Donc c'est quoi le modèle économique qu'on veut? Jeff Bezos, il sait quoi son lien avec ma ville? Il va investir, Jeff Bezos, ici à Lyon? J'en doute. Et c'est un des vrais grands, sinon le principal défi de ce mandat qui a démarré dans la tourmente de la crise sanitaire, qui n'a en rien effacé la crise écologique. On doit être capable de penser les deux, et c'est sans doute ce qui est assez symptomatique, on va dire, d'une génération, je ne sais pas si on peut la qualifier de nouvelle, mais d'une génération de femmes et d'hommes qui se sont engagés dans la politique, et récemment, et notamment dans l'écologie. Si la situation sanitaire a révélé les failles de notre système, elle a aussi accéléré les solutions. Quand l'État gère l'urgence, les collectivités locales apportent une réponse davantage centrée sur la résilience. En territoire, des initiatives sont déjà à l'œuvre pour amplifier les circuits courts et rendre nos systèmes moins vulnérables. Bien avant le début de la pandémie, la maire de Rennes, Nathalie Appéré, avait perçu cette nécessité d'initier des mécanismes nouveaux, alliant marché public, alimentation durable et transition écologique. Un pari gagnant et qui trouve tout son sens à l'heure de la crise. La crise a montré à quel point l'accès à l'alimentation était aussi une question majeure, et Terre de Source, c'est un mécanisme de marché public complètement nouveau, innovant. Il a fallu vaincre quelques résistances juridiques, où nous garantissons aux agriculteurs qui s'engagent à utiliser moins d'intrants, moins de pesticides, des débouchés pour leurs produits, notamment dans la restauration collective, où nous venons valoriser à la fois leurs biens, leurs produits, les aliments qui sont consommés, mais aussi leur contribution à la qualité de l'eau. Voilà l'exemple d'un cercle vertueux dont l'organisation et les objectifs politiques préexistent à la crise sanitaire, mais dont les ambitions sont renforcées. La transition écologique porte en elle la relance économique, puisqu'il s'agit de faire évoluer un certain nombre de secteurs pour aller vers d'autres pratiques. Je vais vous prendre un exemple. On a une gastronomie fantastique à Lyon. On est la ville de la gastronomie. Il m'importe que nos restaurateurs, mais je ne vais pas leur imposer demain, mais que nos restaurateurs aillent de plus en plus vers la valorisation de nos produits locaux et même ultra-locaux. Mais c'est ça, demain, l'offre touristique que l'on va présenter à Lyon. C'est avoir une offre touristique qui soit
simplement compatibles avec la planète. La fonction de maire a été mise à rude épreuve ces dernières années. Une fonction prenante, inspirante, parfois ingrate. Et pourtant, la détermination de nos élus reste intacte. Le maire du plus petit village et de la plus grande ville, c'est celui vers lequel se tournent celles et ceux qui ne savent plus vers qui se tourner. C'est pour moi la plus belle des fonctions au sens où elle m'oblige chaque jour à être à la fois à l'écoute, à apporter une réponse concrète. Il y a aussi des militants politiques avec des engagements, des ambitions de transformation. On n'est pas là juste pour gérer, on veut transformer. On est juste, de façon provisoire, là pour être performant, tenté en tout cas, au service des habitants auxquels on appartient. On est dans une période de crise sanitaire, avec des gens qui sont malades, qui souffrent, des gens qui meurent, avec des gens qui s'engagent tous les jours pour sauver des vies. Être maire en 2021, c'est à la fois soutenir et donner envie. On a beaucoup de chance d'être dans cette République française. Et cette République française, elle s'incarne aussi par sa démocratie représentative. Et donc par ses élus, et donc par ses élus locaux. Donc c'est un grand honneur. On les appelle les pompiers de la République. Et pour cause, à chaque crise, ils sont en première ligne pour éteindre l'incendie. Ils connaissent les faiblesses de leur territoire et savent activer leurs forces pour les corriger. En complétant les compétences de l'État, en palliant parfois à ses insuffisances, aujourd'hui plus que jamais, leur mission politique prend tout son sens.